Le foyer des Maduka avait toujours été une tapisserie tissée de douces habitudes et de rires sincères, ceux-là même qui résonnaient doucement dans chaque recoin de leur duplex d'Inugu. Naoma était le ciment qui maintenait cette maison unie, non pas par des déclarations bruyantes ou des sacrifices théâtraux, mais avec la grâce tranquille d'une femme qui savait transformer une maison en sanctuaire. Le matin, elle préparait le petit déjeuner en fredonnant doucement, tandis que ses filles, Mandisa et Kaira, dansaient autour de ses jambes comme des ombres enjouées. Mandisa, avec son audace naissante et son esprit vif, adorait poser des questions interminables sur tout ce qu'elle voyait, tandis que la petite Kaira s'accrochait à sa mère avec une affection innocente, persuadée que Naoma pouvait résoudre tous les problèmes du monde. Chaque matin, Okizi pénétrait dans cette chaleur, accueilli par l'odeur des akiras fraîchement cuits et les cris de joie de ses filles qui tiraient sur ses manches. Quiconque visitait leur maison supposait que la famille ne comportait aucune fissure, qu'elle n'était qu'un mélange parfait d'harmonie et de lumière. Pourtant, sous cette surface sereine se cachait un homme luttant contre une agitation étrange et inexpliquée, un vide douloureux qu'il ne pouvait ni articuler ni justifier. Okizi aimait sa femme et ses filles, mais il portait aussi en lui l'impatience dangereuse d'un homme qui pensait mériter plus d'applaudissements que la vie ne lui en offrait. Le soir, alors que la famille était réunie autour de la table, il lui arrivait de s'évader mentalement, ressassant les petites frustrations du travail et imaginant un monde où il serait plus admiré, plus désiré, plus loué. Naoma remarqua le changement, la façon dont ses yeux s'attardaient sur son téléphone plus que sur les histoires de leurs enfants, l'agacement qu'il manifestait face au bavardage incessant de Mandisa, et ses hochements de tête distraits en réponse à ses questions. Pourtant, elle maintenait le cap du foyer par de petits gestes, repassant ses chemises, préparant ses plats préférés, lui massant les épaules à son retour du travail, espérant que l'homme qu'elle avait épousé retrouverait sa place au sein de cette famille qu'il aimait profondément. Les filles, avec cette sensibilité propre aux enfants, percevaient le froid subtil qui enveloppait peu à peu l'esprit de leur père. Un soir, Mandisa chuchota à sa mère, « Maman, est-ce que papa ne nous aime plus ?» Naoma sourit et l'embrassa sur le front, assurant à sa fille que tout allait bien, mais son cœur se serra, se demandant quelle tempête invisible se préparait derrière le regard de son mari. Elle refusait pourtant d'imaginer le pire. Elle connaissait Okizi intimement depuis des années. Elle croyait que son agitation venait du stress, et non d'une trahison. Elle se promit d'être patiente, de lui laisser de l'espace, de maintenir la stabilité de la maison jusqu'à ce qu'il retrouve son équilibre. Elle était loin de se douter que la tempête qu'elle pressentait ne faisait pas que se préparer. Elle avait déjà commencé ailleurs, silencieusement et dangereusement, loin des murs de leur paisible foyer. Au cabinet d'architecture d'Okizi, l'atmosphère contrastait avec le calme de sa maison, bourdonnante, compétitive et rythmée par des échéances qui semblaient ne jamais finir. Lors d'un de ces après-midi sous haute pression, une femme entra dans la salle de conférence avec la démarche assurée de celle qui connaît l'effet de sa présence sur les autres. Leora Chikwemizi, la consultante aux achats assignée à leur nouveau projet, se présenta avec un sourire qui s'attarda un peu trop lorsqu'elle s'adressa à lui. Elle était audacieuse, séductrice et belle d'une manière incisive et captivante, rien à voir avec la grâce douce de Naoma. Et Okizi, déjà fragilisé par sa soif de validation, ressentit la subtile étincelle de la tentation. Leora le remarqua instantanément. Ses yeux dansaient avec une malice calculée chaque fois qu'elle surprenait son regard. Leurs premières conversations furent anodines, du moins c'est ce dont Okizi se convainquait. Ils discutaient budget, coût des matériaux et délai de livraison. Pourtant, chaque conversation finissait par un compliment glissé par Leora. « Vous êtes intelligent. Vous êtes impressionnant. Les hommes comme vous ne sont pas assez appréciés. » Ces mots nourrissaient son ego comme le sucre nourrit le feu. Il se surprit à attendre les réunions avec impatience, juste pour ressentir cette étrange fébrilité que sa présence lui procurait. Pendant ce temps, à la maison, Mandisa rapportait fièrement son premier dessin de portrait de famille, et Kira s'entraînait à écrire la lettre K pour l'école. Okizi leva à peine les yeux de son téléphone lorsqu'elles le lui montrèrent. Son esprit dérivait ailleurs, vers un endroit dangereux. Naoma perçut quelque chose de troublant lorsqu'elle embrassa son mari pour lui souhaiter bonne nuit, un soir, et sentit un parfum persister faiblement sur sa chemise, une odeur qui n'était pas la sienne. Elle demanda nonchalamment s'il était allé quelque part après le travail, et il répondit trop vite, trop défensivement. Son cœur ne se brisa pas. Il battit la chamade, comme un signal d'alarme. Elle savait que les mariages pouvaient survivre aux tempêtes, mais seulement lorsque les deux partenaires restaient du même côté de la bataille. Ici, elle sentait qu'Okizi passait silencieusement dans le camp adverse. Pourtant, elle ne l'accusa pas. Elle n'éleva pas la voix.
Elle se contenta de l'observer, espérant avoir tort, espérant que son mari reviendrait vers la famille qu'il chérissait autrefois plus que tout. Mais Léora avait déjà repéré la faille et prévoyait de l'élargir. Ce qui avait commencé par des échanges amicaux se mua rapidement en une intimité dangereuse. Okizi et Léora commencèrent à s'envoyer des messages après le travail, leur discussion s'étirant tard dans la nuit sous prétexte de parler des détails du projet. Mais le ton changea, les plaisanteries devinrent des flirts, les taquineries des confessions subtiles, et la tension entre eux s'aiguisait chaque jour davantage. Okizi se surprit à cacher son téléphone lorsque Naoma entrait dans la pièce. Il souriait à des messages qu'il aurait dû effacer. Il s'attardait au bureau simplement pour prendre les appels de Léora hors de portée de voix de sa famille. Il ne réalisait pas à quel point les petites trahisons pouvaient aisément se transformer en trahisons monstrueuses. Naoma remarqua son absence émotionnelle bien avant de le confronter. Elle le regardait rire devant son téléphone pendant que ses filles le suppliaient de se joindre à leur puzzle. Elle le voyait froncer les sourcils quand Mandisa parlait trop, oubliant qu'elle avait toujours été bavarde parce qu'il l'y avait encouragée. Son chagrin grandissait en silence. Une nuit, alors que Naoma faisait la vaisselle, elle entendit Okizi chuchoter au téléphone, la voix basse, trop douce, trop intime. Lorsqu'elle approcha, il mit fin à l'appel brusquement. Elle ne demanda pas qui c'était. Au lieu de cela, elle porta la main à sa poitrine et respira à travers la douleur. Elle espérait que ce n'était que du stress. Elle priait pour que ce ne soit rien de plus. Mais elle savait la vérité. Les filles, elles aussi, sentaient le changement. Mandisa cessa de courir avec enthousiasme vers la porte quand son père rentrait. Kira devint plus collante avec Naoma, observant son père avec des yeux confus et blessés. La chaleur de leur foyer s'estompait, remplacée par une incertitude silencieuse. Pendant ce temps, Okizi s'enfonçait davantage dans le piège de Léora, inconscient de la distance qu'il avait déjà mise entre lui et la famille qu'il aimait. Le lien émotionnel entre lui et Naoma s'amenuisait dangereusement, et bientôt, une décision imprudente allait le rompre définitivement. Cela arriva une nuit où la pluie tombait en trombe et où le bureau s'était presque entièrement vidé. Léora demanda à Okizi s'il pouvait l'aider à revoir un document. Lorsqu'il entra dans son bureau, elle referma lentement la porte, la verrouillant. « Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment », chuchota-t-elle. L'atmosphère s'épaissit. Toutes les frontières se dissolurent et Okizi, enseveli sous son ego, son désir et sa bêtise, franchit la ligne qu'il ne pourrait jamais refranchir. La liaison, jusqu'alors émotionnelle, devint physique. Naoma sentit le changement instantanément lorsqu'il rentra tard, trempé, portant des odeurs inconnues. Elle toucha doucement sa poitrine et demanda si tout allait bien. Il détourna le regard et mentit. Les jours se transformèrent en semaines. La liaison devint une addiction destructrice. Okizi mentait fréquemment, passant moins de temps avec ses filles, évitant les sorties en famille et refusant les tentatives de Naoma pour raviver leur intimité. Les notes de Mandisa chutèrent. Kira pleurait plus souvent. La maison semblait vide. De son côté, Léora intensifiait sa manipulation, débarquant à l'improviste, envoyant des messages possessifs et semant les graines de la discorde dans l'esprit d'Okizi. Elle lui fit croire que Naoma ne l'appréciait pas, que ses filles ne le comprenaient pas et qu'il méritait une femme qui le vénérait. Naoma finit par le confronter, les larmes ruisselant sur son visage. « Dis-moi ce qui nous arrive », supplia-t-elle. Mais Okizi, noyé dans la culpabilité mais guidé par l'ego, refusa d'admettre quoi que ce soit. Il lui reprocha d'être trop calme, trop prévisible, trop sereine. Chaque accusation la poignardait profondément, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles étaient prononcées par un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle lui prit les mains, tremblante, espérant que l'homme qu'elle avait épousé était encore quelque part derrière l'étranger qui se tenait devant elle. Mais il avait déjà dérivé trop loin. Tout explosa le jour où Léora le convoqua dans un café pour lâcher la bombe. « Je suis enceinte. Et c'est de toi. » La pièce se mit à tourner. La logique, la raison, la moralité, tout s'évanouit. Okizi ressentit une montée tordue de fierté et de peur. Léora s'accrocha à lui théâtralement, pleurant contre son torse, chuchotant qu'elle ne pouvait pas élever l'enfant seule. Elle peignit un tableau vivant, une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau départ sans culpabilité lancinante ni suffocation. Okizi, déjà à moitié ruiné par ses mauvais choix, laissa ce coup final briser ce qui lui restait de bon sens. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, Naoma était dans le salon, aidant Mandisa à faire ses devoirs tandis que Kira coloriait sur le tapis. Cette vision aurait dû le ramener sur terre.
Au lieu de cela, la culpabilité le rendit froid et distant. Il annonça à Naoma qu'il voulait divorcer. Juste comme ça. Sans douceur. Sans remords. Sans place pour une explication. Naoma sentit ses genoux faiblir. Mandisa se figea au milieu de sa phrase. Kira s'agrippa à la jambe de sa mère, en pleurs. Papa, qu'est-ce qu'on a fait, sanglota-t-elle. Mais Okizi avait déjà érigé un mur froid de détermination autour de son cœur. Il croyait que l'enfant de Léora était sa seconde chance. Naoma signa les papiers sans discuter. Elle emballa ses vêtements de ses mains tremblantes, essuyant les larmes de sa fille tout en essayant de rester forte. Avant de partir, elle regarda Okizi dans les yeux et murmura une phrase lourde de prophétie. Okizi, puisse la vie t'enseigner ces leçons avec douceur, car moi, je ne le ferai plus jamais. Mandisa refusa de l'embrasser. Kira cacha son visage dans l'épaule de Naoma. Et le cœur brisé en silence, Naoma sortit de la maison qu'elle avait bâtie, ignorant que la vie préparait une leçon dévastatrice pour l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Le matin où Naoma et les filles déménagèrent fut englouti par un lourd silence, ce genre de silence qui s'étire dans une maison pleurant son propre vide. Naoma s'était levée avant l'aube, emballant tout silencieusement pour que les filles ne se réveillent pas au bruit des fermetures éclairs et de l'effondrement. Des souvenirs. Mais les enfants ont un sixième sens pour les chagrins d'amour. Mandisa se glissa dans la chambre de sa mère et vit la valise sur le lit. Son visage se déforma et les larmes emplirent ses yeux avant même qu'un mot ne s'échappe de sa bouche. Kira, confuse et les yeux encore ensommeillés, tira sur le pagne de sa mère, demandant si elle partait en vacances. Naoma se força à un sourire qu'elle pouvait à peine tenir, essuyant les larmes de sa fille en s'agenouillant pour leur dire doucement qu'elles allaient dans un endroit paisible, un endroit où elle guérirait. Pendant ce temps, Okizi se tenait dans le couloir, regardant sa famille se défaire, piégée dans la fausse bravoure d'un homme convaincu de faire le bon choix pour un enfant qui n'était même pas encore là. Alors que les déménageurs emportaient les derniers cartons, Mandisa s'accrocha au cadre de la porte, refusant de faire un pas dehors. Elle fixa son père avec une douleur brute dans les yeux, la blessure d'une enfant abandonnée émotionnellement bien avant le départ physique. « Papa, pourquoi tu nous repousses » cria-t-elle, sa voix se brisant comme du verre fin. Kira fit écho à la douleur de sa sœur, sanglotant ouvertement et tendant vers lui ses petites mains. Mais Okizi, honteux du monstre qu'il était devenu, durcit son visage pour éviter de s'effondrer devant elle. « Je ne vous repousse pas. Vous comprendrez un jour, marmonna-t-il inutilement, sa voix tremblant sous le poids de ses mensonges. C'était la performance tragique d'un homme feignant la force tout en détruisant tout ce qui donnait autrefois un sens à sa vie. Naoma ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle ne protesta pas. Elle avait déjà réalisé que l'homme qu'elle avait épousé avait disparu, avalé par une femme qu'il connaissait à peine. Lorsque la voiture s'éloigna enfin, Naoma regarda par la fenêtre et vit sa maison, jadis magnifique, devenir de plus en plus petite derrière elle. Elle serra ses filles contre elle, les laissant pleurer contre son corps jusqu'à ce que leurs sanglots s'apaisent dans un silence épuisé. La douleur semblait sans fond, mais sous elle, une braise de résolution grandissait. Elle savait qu'elle survivrait, non pas parce qu'elle était forte, mais parce que ses filles avaient besoin qu'elle le soit. Pendant ce temps, debout seule dans la maison vide, Okizi ressentit une brève lueur de regret, rapidement étouffée par le dernier message de Léora. « Bébé, tu lui as dit ? Nous devons préparer notre avenir. » Et tel un insensé se noyant dans l'illusion, il s'accrocha à ce message comme à la preuve que quitter sa famille était son destin, ignorant que le destin se préparait à déchirer son monde d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Léora accueillit Okizi dans son appartement qui prenait l'eau avec l'énergie triomphante de quelqu'un qui pensait avoir conquis un royaume. Elle évoluait dans l'appartement comme une reine exhibant son trône, arrangeant les coussins, ajustant les rideaux et lui offrant du vin comme s'il était un invité plutôt qu'un homme ayant abandonné toute sa famille pour elle. Les premiers jours furent grisants, musique forte, taquinerie, dîner séduisant. Léora était tout ce que Naoma n'était pas, imprévisible, vivace, enivrante. Mais sous cette étincelle se cachait une nuance inquiétante, une humeur changeante, une propension à la colère, une jalousie possessive qu'Okizi ignorait dans la frénésie de leur nouvelle vie commune. Il se disait qu'il avait fait le bon choix. Il se disait que c'était cela, le bonheur. Il se disait qu'il commençait une nouvelle vie, même si le silence de son téléphone, privé des appels de Mandisa ou de Kaira, lui rongeait lentement la poitrine. Mais l'excitation commença à s'estomper plus vite qu'il ne l'avait prévu. La vraie nature de Léora se révéla peu à peu, des mots tranchants lancés dans des accès de colère,
des accusations pour des interactions inoffensives, de la jalousie pour des détails mineurs. Elle le questionnait constamment, où il allait, à qui il parlait, pourquoi il ne lui répondait pas immédiatement. Son insécurité commença à l'étouffer. Elle contrôlait son emploi du temps, exigeait des cadeaux extravagants et mesurait son amour à l'argent qu'il dépensait pour elle. Un soir, elle l'accusa de tromperie émotionnelle simplement parce qu'il semblait triste après avoir vu un dessin animé que Mandisa avait jadis réalisé pour lui. « Si tu les voulais tellement, pourquoi es-tu parti ?» lança-t-elle sèchement. Les mots le frappèrent comme une gifle car il venait de la raison même de son départ. Mais au lieu d'affronter la vérité, il ravala son amertume et blâma le stress, se convainquant que toutes les relations traversaient des passages à vide. Pendant ce temps, Naoma reconstruisait sa vie de zéro avec ses filles dans un modeste logement loué. Elle voyait Mandisa se renfermer émotionnellement et Kaira devenir inhabituellement silencieuse. Elle passait de longues nuits à les serrer dans ses bras pendant qu'elle pleurait, chuchotant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir encore, qu'elles iraient bien, qu'elles étaient toujours aimées, que le monde n'était pas aussi cruel qu'il y paraissait. Mais elle résolut aussi que leur guérison ne dépendrait pas d'un homme qui avait choisi une autre femme plutôt qu'elle. Alors que Naoma recollait les morceaux de sa famille pièce par pièce, Okizi commençait à sombrer dans le chaos qu'il avait choisi, un chaos qui allait bientôt éclater en une tempête qui l'entraînerait plus profond qu'il ne le pensait possible. Leora savait exactement comment manipuler Okizi. Elle nourrissait son ego avec un mélange savamment dosé de flatterie et de menaces émotionnelles subtiles. Chaque fois qu'il exprimait un doute sur ses décisions, elle pleurait dramatiquement, insistant sur le fait qu'elle se sentait indigne de lui ou qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec son ex-femme. Okizi, noyé dans la culpabilité, la fierté et le désespoir de valider ses choix, essayait de surcompenser en la couvrant de cadeaux coûteux. Elle sentit cette faiblesse et poussa plus loin, le convainquant que la chose responsable à faire était d'assurer l'avenir du bébé tant qu'il avait encore une stabilité financière. Sa suggestion se transforma en persuasion, la persuasion en insistance, l'insistance en chantage affectif, jusqu'à ce qu'Okizi finisse par céder et lui transférer 30% des parts de son entreprise. Ses collègues furent choqués. Son ami le plus proche tenta d'intervenir, le prévenant qu'il commettait la plus grande erreur de sa vie. Mais Okizi rejetait tout le monde, prétendant qu'ils étaient jaloux ou partiaux contre Leora. À la maison, Mandisa l'appela un soir pour lui dire qu'elle avait gagné un prix scolaire de conte. Okizi promit d'assister à la cérémonie, mais le jour venu, Leora simula des douleurs au ventre, pleurant dramatiquement jusqu'à ce qu'il reste à la maison pour s'occuper d'elle. Mandisa se tint sur scène, scrutant le public, espérant voir son père. Il ne vint jamais. Elle s'endormit en pleurant cette nuit-là, chuchotant « Papa ne nous aime plus ». Naoma la serra fort, furieuse contre Okizi mais déterminée à ne pas empoisonner le cœur de la petite fille avec de la haine. Pendant ce temps, Leora savourait sa victoire, contrôlant ses finances, ses émotions et désormais son avenir. Elle exhibait fièrement le certificat d'action, appelant sa mère pour se vanter de la sécurité qu'elle avait verrouillée. Okizi ignorait les signaux d'alarme, se noyant dans l'illusion qu'il agissait bien envers son enfant à naître. Il se convainquait que tout sacrifié faisait de lui un père dévoué. Mais le destin prenait des notes, et très bientôt, il allait le rembourser dans une monnaie bien plus douloureuse que l'argent. Le jour où le bébé Tando naquit, Okizi sentit une vague écrasante d'émotions le submerger, un étrange mélange de joie, de culpabilité, de chagrin et d'espoir forcé. Il berça le bébé dans ses bras, fixant le visage minuscule, se convainquant qu'il voyait des traits familiers. « Il me ressemble trait pour trait », dit-il fièrement, bien qu'une petite voix dans son esprit chuchota le contraire. Leora joua son rôle à la perfection, pleurant des larmes de joie, s'accrochant à lui, le qualifiant de meilleur père et exagérant chaque moment pour approfondir le lien qu'il croyait désormais partagé. Okizi publia des photos en ligne, impatient de prouver au monde, et à lui-même, qu'il n'avait pas commis une grave erreur. Mais alors qu'il tenait l'enfant nouveau-né, les souvenirs des premiers pas de Mandisa et des premiers mots de Kira le transpercèrent de manière inattendue. Il se souvint de la nuit où Naoma était restée éveillée pendant qu'il dormait, allaitant les bébés seuls. Il se souvint de la façon dont elle lui avait tenu la main la première fois qu'il avait paniqué en tant que nouveau père. Les souvenirs revinrent avec une clarté douloureuse, lui rappelant le foyer qu'il avait troqué contre l'instabilité. Lorsqu'il rentra ce soir-là, Leora explosa de jalousie parce qu'il semblait distant. Elle l'accusa de penser à Naoma. Elle l'accusa d'aimer ses filles davantage. Elle l'accusa de la comparer à son ex-femme. Leur dispute fut bruyante, chaotique et effrayante, un contraste saisissant avec l'amour calme et constant qu'il tenait autrefois pour acquis. Malgré le malaise grandissant,
Okizi se força à rester engagé. Il croyait que faire marche arrière maintenant ferait de lui le pire des hommes. Mais chaque jour qui passait, il sentait les murs se refermer sur lui. Léora devenait plus contrôlante, plus exigeante, plus imprévisible. Les pleurs de Tando emplissaient l'appartement à des heures indues, mais Léora refusait souvent de l'apaiser, insistant sur le fait qu'elle était trop épuisée, laissant Okizi bercer le bébé seul pendant qu'elle dormait ou faisait défiler les réseaux sociaux. Le foyer qu'il avait laissé derrière lui était rempli de chaleur. Celui dans lequel il vivait désormais était un champ de bataille. Pourtant il resta, se disant qu'il avait fait son choix. Et les choix, croyait-il, s'accompagnaient de conséquences, bien qu'il n'ait aucune idée à quel point ces conséquences allaient bientôt devenir dévastatrices. La vie avec Léora spirala dans un cycle incessant d'explosions émotionnelles et de réconciliations forcées. Elle piquait des crises pour des questions futiles, l'accusait d'infidélité avec des collègues, hurlait s'il ne la complimentait pas assez, et utilisait le bébé comme une arme pour le manipuler. Leur maison devint une zone de guerre faite de voix élevées, de portes claquées et de silences tendus rompus seulement par les cris de Tando. Okizi se sentait rétrécir émotionnellement, une coquille vide de l'homme qu'il était autrefois. Il redoutait de rentrer chez lui, et pourtant il n'avait nulle part où aller. Tard dans la nuit, il faisait défiler les vieilles photos de ses filles, la culpabilité le submergeant, brûlante comme la fièvre point et elle ne les appela pas, craignant la déception de Naoma, une lâcheté qui ne fit qu'ancrer davantage chez sa fille la conviction qu'il ne se souciait plus d'elle. Pendant ce temps, Naoma observait Mandisa et Kaira se reconstruire lentement, bien que les blessures laissées par le départ de leur père restassent à vif. Mandisa avait totalement cessé de dessiner sa famille. Kaira demandait pourquoi leur père aimait le nouveau bébé plus qu'elle. La nuit, Naoma pleurait en silence, non pas sur la perte de son mariage, mais sur la trahison brutale endurée par ses filles. La compagnie d'un homme lui manquait, certes, mais ce qui lui manquait davantage, c'était la version d'Okizi qui, jadis, adorait sa famille. Elle se demandait à quel moment il avait changé, ou s'il avait simplement joué la comédie depuis le début. Mais elle affermit sa résolution. Elle ne permettrait pas que le bonheur de ses filles dépende d'un homme qui les avait abandonnées. De retour à Leki, les regrets d'Okizi devenaient plus assourdissants que les insultes de Léora. Il commençait à entrevoir des fragments d'une vérité qu'il avait niée pendant des mois. Chaque fois que Léora parlait d'argent, chaque fois qu'elle le manipulait, chaque fois qu'elle méprisait son désarroi émotionnel, il voyait la différence entre un amour véritable et une mise en scène calculée. Pourtant, l'obstination le clouait sur place. Il estimait n'avoir aucun droit de se plaindre. Après tout, il avait choisi cette voie. Il se persuada qu'il payait simplement pour ses erreurs. Mais le destin lui réservait un coup de théâtre, une tournure si catastrophique qu'elle ferait voler en éclats l'illusion qu'il avait tout sacrifié pour protéger. Cela arriva un mardi soir, le genre de jour où le ciel semble si lourd qu'il menace de s'effondrer. Okizi entra dans l'appartement, épuisé, l'esprit encombré par le stress financier et les exigences incessantes de Léora. Il la trouva assise, raide, au bord du canapé, le visage pâle, les yeux fuyants comme quelqu'un s'apprêtant à sauter d'une falaise émotionnelle. « Il faut qu'on parle », dit-elle, la voix tremblante mais ferme. L'estomac d'Okizi se noua, il avait déjà entendu ce ton, mais jamais avec un tel tremblement sous-jacent. Lorsqu'il s'assit en face d'elle, elle fixa ses mains qu'elle tordait nerveusement. Le silence s'étira si longuement qu'il pouvait entendre sa propre respiration. Puis, elle prononça ces mots, des mots qu'il ressasserait dans son esprit pour les années à venir, « Tando n'est pas ton fils ». Le monde s'arrêta, l'air se raréfia, les battements de son cœur semblèrent lointains. Un instant, Okizi crut sincèrement avoir mal entendu. Mais en regardant ses lèvres tremblantes, il sut que la vérité venait de le frapper comme un poignard. Il eut l'impression que son esprit se détachait de son corps. Il ne pouvait plus bouger, ni cligner des yeux, il la fixait, simplement. Incapable de former une phrase complète, il finit par croasser, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» chaque mot déchirant quelque chose en lui. Léora se mit à pleurer, mais même ses larmes semblaient jouer, une autre performance superposée à une manipulation plus profonde. Elle balbutia ses aveux. Elle fréquentait quelqu'un d'autre pendant leur liaison, un homme qu'elle pensait voir finir par la choisir, un homme dont elle croyait qu'il lui offrirait plus de confort et de luxe qu'Okizi ne le pourrait jamais. Lorsque cet homme l'avait rejetée, elle avait couru vers Okizi avec sa grossesse, sachant qu'il était assez vulnérable pour tomber dans le panneau. La pièce semblait trop petite pour contenir la honte, la trahison et la stupidité écrasante qu'il ressentait. Sa poitrine se serra douloureusement, comme si ses côtes écrasaient son cœur. Mais alors,
elle asséna le coup de grâce, l'impensable, il est de retour, maintenant. Le vrai père. Il veut prendre ses responsabilités. À cet instant, quelque chose se brisa en Okizi avec un fracas si violent qu'il en parut physique. Son souffle devint saccadé. Sa vision se brouilla. Il tituba en arrière, renversant un cadre de la table alors qu'il luttait pour rester debout. Tout son foyer, ses finances, sa réputation, son mariage, ses filles, sa dignité et tout ce qu'il avait détruit, il l'avait détruit pour rien. Ses jambes finirent par céder et il s'effondra sur le sol, haletant comme un homme qui se noie. Léora ne fit pas un geste pour l'aider. Elle resta simplement assise, les mains sur les genoux, attendant que l'orage passe. Mais ce n'était pas un orage ordinaire. C'était le début d'un châtiment auquel il ne pourrait jamais échapper. Le lendemain matin, Okizi se réveilla avec un mal de tête lancinant, les yeux gonflés d'avoir pleuré, le cœur battant la chamade, assoiffé de clarté. Il quitta l'appartement sans adresser la parole à Léora, serrant la tétine du bébé comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction sur une scène de crime. Au laboratoire privé, il remplit les formulaires d'une main tremblante, à peine capable d'écrire. L'infirmière fit les prélèvements sur lui et sur le bébé tandis que sa poitrine le brûlait violemment, comme si son cœur se préparait à un verdict qu'il n'était pas conçu pour supporter. Les heures d'attente semblèrent des jours. Il resta assis dans le couloir, fixant le carrelage, repassant en boucle chaque décision stupide qu'il avait prise, chaque avertissement ignoré, chaque moment où il avait choisi la luxure plutôt que la loyauté. Lorsque les résultats furent prêts, ses mains parvenaient à peine à tenir l'enveloppe. Il sortit et s'assit sur le trottoir avant de l'ouvrir. Sa vision se troubla alors qu'il dépliait le papier. Les mots étaient simples, cliniques, froids, dénués d'émotion. Probabilité de paternité, 0%. Le sol se déroba sous ses pieds. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Okizi hurla, un cri d'agonie qui déchira le calme de la rue. Il pressa le papier contre sa poitrine, son corps entier secoué de violents tremblements alors que des années de fierté tombaient en poussière. Les passants le regardaient, hésitant entre l'aider ou s'éloigner, mais il ne remarqua aucun d'eux. Tout ce qu'il savait, c'est que le bébé pour lequel il avait quitté sa femme et ses filles, le bébé pour lequel il avait sacrifié son avenir, n'était pas le sien. Le son qui s'échappa de sa gorge était un mélange de chagrin, de haine de soi et de prise de conscience. Lorsqu'il rentra chez lui, Léora avait déjà fait ses valises. Les vêtements du bébé avaient disparu, son berceau était vide, et l'appartement résonnait d'un vide terrifiant. Elle avait laissé un simple mot sur la table, « Ne m'appelle pas, nous vivons avec lui maintenant ». La cruauté du message l'écrasa davantage. Il se traîna jusqu'à la chambre, s'effondrant sur le sol alors que le chagrin l'étranglait. Il pleura jusqu'à ce que son corps ne puisse plus produire de larmes. À ce moment-là, il comprit une chose qu'il avait refusé d'admettre pendant 1 an, il avait abandonné un amour véritable pour un mensonge, et la vie venait de recouvrer sa dette avec intérêt. Le monde d'Okizi ne s'effondra pas d'un bloc. Il se désintégra morceau par morceau, dans la douleur. Il rendit visite à son avocat pour s'enquérir de la récupération des parts de l'entreprise qu'il avait transférée à Léora. L'avocat le regarda avec un mélange de pitié et d'incrédulité. « Vous les avez cédés volontairement, dit-il. Il n'y a rien à faire à moins qu'elle ne consente à vous les rendre. » Okizi eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Non seulement il avait perdu sa famille, mais il avait volontairement financé la femme qu'il avait trahie. Léora refusait ses appels, l'avait bloqué sur toutes les plateformes et commença à percevoir sa part des bénéfices mensuels, des profits qu'elle n'avait rien fait pour mériter. Les membres du conseil d'administration s'impatientaient, remettant en cause ses décisions, chuchotant dans son dos sur son incompétence. Les clients commençaient à rompre leurs contrats discrètement. Le personnel démissionnait par vagues. Les rumeurs circulaient, certaines vraies, d'autres amplifiées. On murmurait qu'il avait quitté femme et enfant pour une autre, et que cette femme l'avait anéanti. Sa crédibilité s'effondra, tout comme la valeur de l'entreprise. En réunion, il peinait à se concentrer, accablé par la culpabilité, la honte et l'épuisement émotionnel. Un après-midi, il s'emporta violemment contre un employé, avant de fondre en larmes devant toute l'équipe. La nouvelle se répandit. Son leadership fut remis en question. Le conseil d'administration tint une session d'urgence et le dépouilla de ses principaux droits décisionnels, ne lui laissant qu'un rôle de figure de proue dans l'entreprise qu'il avait bâtie de zéro. Chez lui, un lieu qui ressemblait désormais à une prison, Okizi sombra dans une grave dépression. Il mangeait à peine. Il dormait à peine.
Certaines nuits, il entrait dans la chambre vide de Tando, s'asseyait par terre et tenait la petite tétine qu'il n'avait jamais rendue. Il repensait aux derniers mots de Mandisa, « Papa, pourquoi tu ne nous aimes plus ?» Et la culpabilité manquait de le suffoquer. Les voisins se plaignaient de l'entendre pleurer la nuit. Il était devenu l'ombre de lui-même, se noyant dans les conséquences de ses propres choix. Et le pire? Il n'avait pas encore touché le fond de son châtiment. Lorsqu'un propriétaire augmenta son loyer, Okizi ne put plus se permettre l'appartement de Leki. Il emménagea dans un petit appartement exigu à Yaba, le genre d'endroit où il avait jadis promis à Naoma qu'elle ne vivrait plus jamais. Son nouveau foyer avait des murs décrépits, des voisins bruyants et une odeur constante d'humidité. Son téléphone, qui autrefois vibrait de messages, restait désormais silencieux pendant des jours. Ses filles ne l'appelaient plus. Naoma ne lui écrivait plus. Sa mère tentait de le joindre, mais il ne pouvait supporter sa déception. Il évitait tout le monde, honteux de l'homme qu'il était devenu, un père qui avait déserté ses enfants et un mari qui avait troqué la loyauté pour la luxure. Certains jours, il errait sans but dans les rues, regardant les pères marcher avec leurs filles. Chaque vision le transperçait d'une douleur plus vive qu'un couteau. Mandisa avait maintenant 9 ans, Kaira 7. Leurs anniversaires passèrent sans sa présence. Leurs photos de classe arrivèrent sans son implication. Les nuits étaient les plus dures, hantées par les souvenirs des rires dans l'ancienne maison, des histoires du soir, de Naoma posant sa tête sur sa poitrine après de longues journées. Désormais, le silence de son appartement vide l'écrasait. La dépression l'enveloppait comme une couverture qu'il ne pouvait retirer. Il ne se reconnaissait plus, l'architecte confiant avait été remplacé par un homme vivant de regret. Un soir, il rassembla assez de courage pour appeler Mandisa. Lorsqu'elle répondit, sa voix était froide, distante. Elle parlait comme si elle s'adressait à un étranger. « On est occupé, papa » dit-elle avant de raccrocher. Il tenta de rappeler, mais Naoma avait bloqué le numéro, non par haine, mais pour protéger ses filles de l'instabilité émotionnelle. Okizi resta assis par terre, le téléphone à la main, sanglotant dans ses paumes. Pour la première fois, il comprit que perdre la confiance d'un enfant était bien plus douloureux que de perdre n'importe quelle entreprise. Il pleura jusqu'à s'endormir sur le carrelage froid, murmurant des excuses que personne n'entendait. Tandis qu'Okizi s'effondrait, Naoma s'élevait avec une force tranquille née de la nécessité. Elle se concentra d'abord sur la guérison de ses filles. Elle inscrivit Mandisa en art-thérapie et Kaira dans un groupe de soutien émotionnel pour enfants. Lentement, le rire revint dans leur maison. Mandisa recommença à dessiner, bien que ses images montrassent désormais sa mère entourée d'un cercle protecteur. Kaira se mit à sourire plus souvent, apprenant que l'amour pouvait encore être même brisé par la trahison. Naoma reconstruisit leur routine, l'heure des devoirs, les soirées cinéma, les sorties du week-end. Elle refusait de laisser l'amertume empoisonner leur guérison. Elle était déterminée à élever ses filles pour qu'elles soient fortes, aimées et entières. Professionnellement, Naoma s'épanouit. Elle décrocha un contrat majeur avec une agence fédérale à Abuja, ce qui éleva la marque de son cabinet d'architecture du jour au lendemain. Ses créations étaient louées pour leur élégance et leur précision. Les investisseurs lui faisaient confiance. Les clients admiraient sa résilience. Alors qu'Okizi se débattait avec les procès et les dettes, Naoma agrandit son entreprise avec un second bureau et embaucha plus de personnel. Elle s'acheta une nouvelle voiture, puis plus tard un duplex confortable pour elle et les filles. Chaque pas qu'elle faisait vers l'avant rappelait que la vie récompense ceux qui endurent la douleur avec grâce. Mais le rebondissement le plus choquant survint peut-être lorsque son comptable lui rappela qu'elle possédait toujours légalement 35% de l'entreprise d'Okizi, départ qu'il avait oublié de réclamer lors du divorce. Elle n'avait jamais touché l'argent, n'était jamais intervenue, n'en avait jamais parlé. Elle aurait pu le détruire financièrement, mais elle choisit la paix. Naoma restait souvent éveillée la nuit, se demandant comment un homme pouvait jeter une telle loyauté. Elle ne le haïssait plus, elle le prenait en pitié. Car tandis qu'elle s'élevait vers l'avenir, Okizi se noyait dans les conséquences des choix qui, croyait-il autrefois, le rendaient puissant. Le jour où Okizi découvrit la vérité sur les parts restantes fut le jour où il réalisa à quel point il avait mal connu la femme qu'il appelait jadis son épouse. Cela commença par un appel du comptable de son entreprise, demandant une réunion pour examiner une crise dans leur dossier financier. Lorsqu'il arriva, épuisé et plus maigre que dans les souvenirs de chacun, le comptable fit glisser un document sur la table, une répartition de l'actionnariat. Les yeux d'Okizi s'écarquillèrent en voyant les chiffres, Naoma Maduka, 35%.
Il cligna des yeux à plusieurs reprises, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur. Mais ce n'en était pas une. Les parts étaient restées à son nom depuis les premiers jours de leur mariage, intactes, non réclamées, dormant tranquillement là pendant qu'il détruisait sa vie. La révélation le frappa comme un coup de massue. Pendant que Léora complotait pour le dépouiller, Naoma n'avait jamais touché à ce qui lui appartenait de droit. Elle lui avait permis de tout garder après le divorce, sachant qu'elle aurait pu exiger la moitié. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait choisi la dignité plutôt que la guerre. Alors qu'il fixait le nom de Naoma sur le document, les souvenirs l'envahirent. Les nuits où elle restait éveillée pour planifier le premier projet de l'entreprise. Les sacrifices qu'elle avait faits pour qu'il puisse voyager pour sa formation. Les années où elle l'avait soutenu émotionnellement quand personne d'autre ne croyait en son rêve. Elle avait investi dans l'entreprise son temps, son intelligence, ses idées. Et pourtant, elle s'était éloignée pacifiquement. Sa poitrine se serra douloureusement alors que la culpabilité le submergeait par vagues, si intenses qu'il en eut la nausée. Il s'excusa et sortit en titubant, s'appuyant contre le mur du bâtiment pour ne pas tomber. L'énormité de son échec pesait sur lui. Il n'avait pas seulement trahi sa femme, il avait trahi une partenaire, une bâtisseuse, une femme qu'il avait protégée bien avant qu'il ne devienne digne de protection. Il réalisa que l'injustice qu'il avait commise n'était pas simplement une infidélité. C'était la profanation de la confiance. Cette nuit-là, seul dans son appartement mal éclairé de Yaba, il tint le document imprimé contre sa poitrine comme une relique de tout ce qu'il avait perdu. Il pensa à appeler Naoma, non pour demander son aide, mais pour demander pardon. Pourtant, il ne put se résoudre à composer son numéro. Il craignait d'entendre sa voix calme, craignait qu'on lui rappelle la force qu'il avait gâchée, craignait d'être confronté à la version de lui-même en laquelle elle croyait autrefois. Alors il s'assit en silence, les larmes coulant sur son visage, murmurant des prières dans l'obscurité, des prières pour une guérison qu'il ne méritait pas, des prières pour la famille qu'il avait abandonnée. Et alors que la nuit s'épaississait, une vérité douloureuse s'ancra dans son âme. Naoma avait gagné la bataille silencieuse de l'estime de soi sans même lever le petit doigt. Tandis que lui avait tout perdu en se battant pour un mensonge. Cela se produisit par un banal samedi après-midi, le genre de jour où le destin se déguise sous les apparences les plus anodines. Okizi s'était forcé à sortir pour faire des courses, espérant distraire son esprit de la tempête qu'était devenue sa vie. Alors qu'il poussait son chariot dans les allées, perdu dans ses pensées, il entendit un rire familier, un son doux et chaleureux qu'il n'avait pas entendu depuis plus d'un an. Il se figea. Lentement, il tourna la tête. Là, debout près du rayon des céréales, se trouvait Naoma. Radieuse, posée, transformée. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, sa robe élégante, sa présence sereine. À côté d'elle se tenaient Mandisa et Kaira, riant en comparant deux boîtes de gâteaux. Elle semblait plus heureuse, en meilleure santé, épargnée par les ténèbres qui le consumaient. Un instant, Okizi en oublia de respirer. C'était comme voir une vie qu'il avait jadis vécue, s'épanouissant désormais sans lui. Mandisa le remarqua la première. Son rire s'arrêta net. Son visage se durcit avec une maturité bien au-delà de son âge. Elle donna un petit coup de coude à Kaira, et la petite fille se retourna, son sourire s'effaçant pour laisser place à la confusion. Naoma suivit leurs regards, et leurs yeux se croisèrent, ceux d'Okizi, hantés et tremblants, ceux de Naoma, calmes et indéchiffrables. Le silence entre eux était aussi tranchant qu'un couteau. Il fit un pas hésitant en avant. Naoma, chuchota-t-il, la voix se brisant sous le poids de 1000 regrets. Elle lui adressa un hochement de tête poli, ni froid, ni chaleureux, juste distant. Les filles se rapprochèrent instinctivement de leur mère, comme pour protéger le seul amour stable qu'il leur restait. Cette vision le transperça plus profondément que n'importe quelle blessure infligée par Léora. Il déglutit difficilement, retenant ses larmes, et murmura « S'il te plaît. Peut-on parler ?» Naoma le regarda avec une douceur qui faisait plus mal que la colère. Elle secoua doucement la tête. Les filles sont en train de guérir, Okizi. S'il te plaît, ne rouvre pas des blessures que nous avons mis des mois à refermer. Les yeux de Mandisa s'emplirent de larmes retenues, non pas parce qu'il lui manquait, mais à cause de la confusion de voir l'homme qu'il avait abandonné se tenir, impuissant, dans l'allée d'un supermarché. Kaira serra la main de Naoma et chuchota « Maman, on peut y aller ?» Cette simple phrase le brisa. Tandis que Naoma emmenait les filles, Okizi resta figé, les regardant sortir de sa vie pour la seconde fois. Lorsqu'elles disparurent à travers les portes automatiques,
Il s'appuya sur le chariot pour se soutenir, sa vision brouillée. Il ne s'était jamais senti aussi véritablement, complètement seul. Cette rencontre fit voler en éclats la fragile carapace dans laquelle Okizi vivait. Pendant des semaines, il sombra plus profondément dans le désespoir, rejouant en boucle le regard méfiant de Mandisa et le murmure timide de Kaira. « Maman, on peut y aller ?» Il cessa totalement de dormir, hanté par le cauchemar de perdre ses filles encore et encore. Une nuit, assis sur son balcon, fixant le trafic bourdonnant de Lagos, il se demanda s'il restait une part de sa vie qui pouvait encore être sauvée. Mais l'apitoiement sur soi finit par se transformer en une douloureuse lucidité. Il réalisa qu'il ne pouvait continuer à se noyer dans la culpabilité. Il devait reconstruire, même s'il devait se traîner à chaque étape du processus. Alors il commença petit, nettoyer son appartement, mettre à jour son CV, se présenter au travail même quand ses collègues chuchotaient. L'humiliation était suffocante, mais il l'endura car il n'avait pas d'autre choix. Lentement, péniblement, il commença à remonter la pente. Il suivit une thérapie après les supplications incessantes de sa mère. Les séances furent brutales. Il confronta son égoïsme, son ego, son évitement, sa peur de l'inadéquation et les mensonges qu'il avait laissé guider ses décisions. Il pleura ouvertement pour la première fois devant un autre être humain. Il admit avoir abandonné Naoma émotionnellement bien avant de l'abandonner physiquement. Il apprit que le regret ne guérissait rien. Seule la responsabilité le pouvait. Il tenta aussi de renouer avec ses filles, envoyant de courtes notes vocales pour s'excuser sans chercher d'excuses. Sans mendier. Sans pression. Mandisa les écoutait mais ne répondait pas. Kaira répondit une fois par un emoji, un petit pas, mais qui pour lui ressemblait à de l'espoir. Financièrement, l'ascension était plus dure. Son entreprise avait chuté de manière significative, mais il accepta un rôle moindre et commença à prendre des projets en freelance à côté. Il s'humilia, travaillant tard le soir sur des plans de construction pour de petites entreprises et des églises, des projets qu'il considérait autrefois indignes de lui. Chaque réussite était minuscule, mais elle donnait l'impression de récupérer des fragments de son moi perdu. Pourtant, chaque fois qu'il voyait un père tenir la main de sa fille, sa poitrine se serrait douloureusement. Il savait que la vie ne restaurerait jamais ce qu'il avait perdu, pas complètement. Mais il savait aussi qu'il devait vivre avec la vérité. Le châtiment pour sa trahison n'était pas une malédiction. C'était une conscience éternelle de l'amour qu'il avait possédé et qu'il avait négligemment jeté. Tandis qu'Okizi luttait à travers sa lente renaissance, Naoma entamait un nouveau chapitre avec une grâce tranquille. Elle rencontra Shibana lors d'une conférence d'architecture, un veuf avec 2 enfants qui admirait son professionnalisme bien avant d'oser admirer son cœur. Il l'approcha doucement, sans jamais dépasser les bornes, sans jamais brusquer les choses. Au fil des mois, il devint une présence stable dans sa vie, offrant son soutien sans éclipser son indépendance. Il adorait Mandisa et Kaira, les traitant non comme des fardeaux mais comme des bénédictions. Pour la première fois depuis le divorce, Naoma se sentit vue, non comme une mère luttant pour se reconstruire, non comme une femme trahie par son mari, mais comme une personne complète avec des rêves, de la force et de la beauté. Les filles s'épanouirent sous la gentillesse de Shibana. Mandisa trouva une figure paternelle qui applaudissait ses histoires et encourageait son art. Kaira trouva quelqu'un qui assistait à chaque spectacle scolaire. Quelqu'un qui la hissait fièrement sur ses épaules. Naoma les regardait tisser des liens avec un mélange aigre-doux de gratitude et de tristesse. Gratitude pour leur guérison. Tristesse pour le père qui les avait perdus de sa propre main. Lorsque Shibana fit sa demande, il le fit de la manière la plus simple et la plus sincère, dans le salon de Naoma, avec les 4 enfants présents, demandant non seulement sa main mais le privilège de faire partie de leur famille. Elle dit oui, les larmes coulant sur son visage, non par nostalgie, mais par paix. Leur mariage fut petit, chaleureux et empreint de sincérité, rien à voir avec les célébrations bruyantes que Naoma avait jadis imaginées. Mandisa l'accompagna jusqu'à l'autel, tenant sa main avec fierté. Kaira portait des fleurs, souriant de toutes ses dents. Alors que Naoma échangeait ses vœux avec Shibana, elle ressentit une libération puissante au moment où elle rompit enfin la chaîne émotionnelle qui la liait à son passé. Elle ne remplaçait pas son ancienne vie. Elle en choisissait une nouvelle. Une meilleure. Une vie paisible. Une vie entière. Le matin où Naoma se maria, Okizi était assis seul sur le balcon de son petit appartement de Yaba, fixant le plafond tandis qu'une douleur inexplicable s'installait dans sa poitrine. Il ne savait pas quel jour on était, mais d'une certaine manière, son esprit sentit la rupture.
Il avait passé l'année écoulée à se reconstruire, morceau par morceau, dans la douleur, mais rien ne pourrait jamais restaurer la vie qu'il avait volontairement détruite. Il essaya de se distraire avec le travail, mais le vide persistait. Plus tard dans la soirée, il fit défiler les réseaux sociaux et vit une unique photo postée par une connaissance commune, Naoma debout aux côtés de Shibana, rayonnante de joie. Mandisa et Kaira souriant fièrement. Une famille complète. Un avenir qui ne l'incluait plus. Il fixa l'écran un long moment, les larmes brouillant l'image. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la reconnaissance. Il reconnaissait la paix qu'il avait autrefois tenue pour acquise. Il resta assis en silence pendant des heures, tenant un petit bracelet que Kaira avait fait pour lui avec des perles bleues. Les perles avaient pâli avec le temps, mais elles portaient encore la mémoire d'une fille qu'il adorait jadis. Il chuchota des excuses dans la pièce silencieuse, des excuses qui n'atteindraient jamais les oreilles des personnes qu'il avait blessées. Il n'était pas en colère contre Naoma d'avoir tourné la page. Il était fier d'elle. Il admirait sa force, sa résilience, sa grâce. Ce qui le brisait, c'était de réaliser qu'il aurait pu faire partie de ce voyage. Mais il avait choisi un autre chemin. Un chemin pavé d'égoïsme, de luxure et d'illusion. Alors qu'il était allongé sur son lit cette nuit-là, fixant le ventilateur tourné lentement au-dessus de lui, il accepta enfin toute la vérité. Certains châtiments ne viennent ni de malédiction ni d'ennemis. Ils viennent de nos choix. Et son châtiment était simple. Il passerait le reste de sa vie à savoir que la femme qu'il aimait profondément, les filles qu'il adorait de tout leur cœur, et la famille qui aurait pu être son héritage, tout cela lui avait glissé entre les doigts parce qu'il avait poursuivi un mensonge. Il ne mourut pas seul, mais il vécut seul. Et c'était là un destin bien plus lourd.